L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Nous sommes donc ravis, Roselyne Bachelot, de vous accueillir avec Gilles. Petite question personnelle au début. Est-ce que finalement, le fait de participer à une émission de télévision veut dire que fondamentalement, vous ne reviendrez jamais dans la politique ? Je ne reviendrai jamais en politique officielle, dans un poste électif ou dans un poste de responsabilité dans un parti. Mais je suis une citoyenne qui fait de la politique. Et je suis une chroniqueuse dans un magazine où on fait de l'analyse politique tous les matins. Voilà. Mais la Roselyne Bachelot ministre, c'est terminé. La Roselyne Bachelot députée, c'est terminé, quoi qu'il arrive. Même si François Fillon, votre ami, est président de la République. Ah oui, il aura bien de gens autour de lui, beaucoup plus jeunes, beaucoup plus beaux et beaucoup plus compétents que moi. Alors, question, j'allais pas dire de fond, mais enfin, question de l'ère du temps. Quand vous défendez François Fillon, quand vous prenez quelques distances, ça a été le cas avec un livre d'abord, puis dans le fameux documentaire de Franz-Olivier Gisbert qu'on a vu la semaine dernière à l'égard de Nicolas Sarkozy, des distances prises, donc mauvais DRH, et si vous lui rendez hommage sur la politique étrangère, c'est vrai que sur certains autres aspects, vous contestez ce qu'il a fait. Tout ça vous vaut des attaques d'une violence incroyable de ceux qui sont proches de Nicolas Sarkozy. Pourquoi ? Je crois qu'il faut que mes amis comprennent que j'ai changé de vie. Je fais une analyse politique, qui est une analyse politique lucide, bienveillante sur certains plans, plus réservée sur d'autres. Nicolas Sarkozy, c'est pas une icône dans une niche, c'est pas la Vierge Marie dans la grotte de Massabielle devant lequel on s'agenouille. Mes amis politiques, eux, c'est différent. Ils sont encore dans leur carrière politique. Il y a ceux qui... Mais dire qu'ils ont peur, c'est-à-dire qu'ils refusent... Il y a ceux qui espèrent le retour de Nicolas Sarkozy en se disant il faut pas insulter l'avenir si on veut avoir un poste. Et puis il y a ceux qui souhaitent qu'il ne revienne pas et qui tente de récupérer son héritage. Donc ça fait beaucoup de monde qui a intérêt à me critiquer, même si finalement... Mais Guénaud a même parlé il vous qualifie de clown. Oui, il y a des mots qui sont extrêmement violents. Oui, il y a des mots qui sont extrêmement violents, qui sont d'ailleurs tout à fait étonnants. Il y a peut-être aussi un petit fond de machisme derrière tout cela, parce que je remarque que cet inventaire, cette analyse, je ne suis pas la seule à la faire, Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin, François Fillon, Bruno Le Maire le font, mais je pense que pour ces gens-là, sans doute une femme n'a-t-elle qu'un droit, c'est de se taire et de jouer les rôles de groupie. Ça n'a jamais été mon cas. Gilles Leclerc. Vous parlez des mots quelquefois violents, mais vous-même vous les utilisez aussi. Par exemple, Claude Guéant, vous avez dit il y a encore quelques jours, concernant son affaire, c'est soit un voleur, soit un menteur, alors que la justice ne s'est pas encore prononcée. Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas encore, en tant qu'ancienne ministre, tenu quand même un certain droit de réserve par rapport à un certain... J'ai fait une analyse qui n'a pas été démentie. La présomption d'innocence, Gilles Leclerc, ne vaut pas jusqu'à l'établissement de la culpabilité, mais jusqu'à partir de la révélation du mensonge. Et là, le mensonge était avéré. Je dois dire que Claude Guéant l'a dit lui-même. Il s'est d'ailleurs empêtré dans toute une série d'explications successives. Moi, j'ai finalement dit une évidence qui est maintenant reconnue par tous. D'ailleurs, je remarque que du côté de Nicolas Sarkozy, le silence est assourdissant et que d'une certaine façon, le silence de Nicolas Sarkozy confirme mes propos sur Claude Guéant. Car s'il avait été sûr de son intégrité, de son innocence, la moindre des choses aurait été de faire au minimum un communiqué. Il ne l'a pas fait. Cette absence est la confirmation de mes propos. Pourquoi considérez-vous que François Fillon ferait un meilleur candidat que Nicolas Sarkozy 2 ? Fondamentalement, parce qu'il faut bien qu'on aborde cette question, et quand même la question centrale pour une partie de l'électorat de droite. Pourquoi ? Je ne me place pas sur un plan de sondage, d'analyse de l'opinion. Moi, je choisis un candidat en raison de principes. Si vous vous rappelez du livre que j'ai écrit, j'ai dit à quel point la campagne de Nicolas Sarkozy m'avait bouleversé par la ligne qui avait été choisie, la ligne politique dite de droitisation. C'est sans doute un terme caricatural, mais qui dit bien ce qu'il veut dire.
Donc j'imagine, je n'en sais rien, mais que Nicolas Sarkozy, s'il repartait à la bataille, partirait sur les mêmes principes. Moi, la ligne qui est défendue par François Fillon, et qu'il a parfaitement résumé dans le film, dans le documentaire de Franz-Olivier Gisbert, quand il parle de la différence qu'il établit entre lui et Nicolas Sarkozy dans le rapport au Front National, en disant Nicolas Sarkozy est contre, bien sûr, l'alliance avec le Front National sur un plan tactique. Moi, je le suis parce que le Front National n'est pas dans le cercle des Républicains. Eh bien, voilà la raison pour laquelle je soutiens la candidature de François Fillon. Gilles va enchaîner, mais vous connaissez bien l'histoire de la droite. À chaque fois qu'il y a deux candidatures fortes, plus le Front National en embuscade, c'est soit l'élection de la gauche, soit sa réélection. C'est pour cela... Donc ce documentaire, c'est la meilleure nouvelle pour François Hollande à 4 jours de sa conférence de presse. C'est pour cela, Guillaume Durand, que je suis extrêmement satisfaite que l'UMP ait acté la question des primaires, hein, et qu'il faut que ces primaires se déroulent. Il est tout à fait logique qu'il y ait plusieurs candidats qui ambitionnent, et c'est tant mieux pour la droite républicaine, qu'il y ait plusieurs candidats qui ambitionnent d'être notre candidat à la présidence de la République. Et je dis avec beaucoup de sincérité et d'amitié à Nicolas Sarkozy, s'il souhaite être candidat, il n'a pas un droit de préemption. Autant un candidat... Enfin, tous ces candidats sortants, tous ces porte-paroles officieux disent le contraire. Président de la République sortant, évidemment, a un droit de préemption. Il n'est plus président de la République sortant. Il devra donc se plier à la règle des primaires. Est-ce que vous considérez... Nous sommes en direct avec Roselyne Bachelot sur Radio Classique et Public Sénat. Est-ce que vous considérez, Roselyne Bachelot, que les propos de François Fillon, à la fois dans ce documentaire et les propos du Japon, marque le fait que François Fillon s'est, en quelque sorte, un an après la défaite, libéré, affranchi, et qu'il est en train de changer, je dirais, un peu de pied, et que là, il dit les choses telles qu'il les pensait? Il faut que tout le monde, à l'intérieur de l'UMP, ne vive pas sous une sorte d'ombre portée de Nicolas Sarkozy, dont on ne sait ni s'il va se représenter, ni même s'il souhaite participer à la vie politique. Il ne fait pas de déclaration officielle, il laisse parler des personnes dont j'ai du mal à imaginer qu'ils puissent être les porte-paroles officiels de Nicolas Sarkozy. Officieux. Oui, ou même officieux. Je pense par exemple à M. Patrick Balkany. On a quand même du mal à imaginer que Nicolas Sarkozy ait choisi Patrick Balkany comme porte-parole. Donc, il faudrait que tout le monde rampe au sol, ne dise rien à l'UMP, ne participe pas au combat de fond politique ou se mobilise uniquement sur des sujets subalternes, au motif que peut-être un jour, Nicolas Sarkozy reviendrait dans le jeu. C'est évidemment une entreprise de stérilisation de notre mouvement politique et de la pensée politique. Mais il y a les sondages. Vous avez dit, je ne veux pas parler des sondages, mais le problème, c'est que s'il était très très loin, distancé dans les sondages, évidemment que cette distance, puisque vous parlez de ce mot, pourrait être marquée. Mais le problème, c'est qu'il est largement en tête, très très loin devant François Fillon. Alors, vous savez bien, vous êtes un trop fin analyste de la vie politique, Guillaume Durand, pour savoir que des sondages à 4 ans de l'échéance électorale, c'est véritablement... cette prudence. Ça n'a évidemment aucun intérêt. Je regardais où en étaient les candidats qui finalement ont gagné l'élection présidentielle 4 ans avant chaque élection présidentielle qui s'est déroulée sous la Ve République. Ça n'a aucune signification. Sur le fond, Roselyne Bachelot, il y a 2 rendez-vous importants pour l'exécutif cette semaine, et pour François Hollande en particulier. C'est le rendez-vous de Bruxelles mercredi, et puis la conférence de presse de François Hollande le lendemain, jeudi. Vous en attendez quoi? Par exemple, prenons un exemple, les retraites, c'est le titre des Échos ce matin. Alors, pour moi, l'échéance bruxelloise, l'échéance européenne, est évidemment une échéance beaucoup plus importante que la conférence de presse de François Hollande, dont je crois il n'y a pas grand-chose à attendre. Il y a un certain nombre d'icebergs qui menacent l'Europe, et qui sont de nature très différente. Bien sûr, l'éventuel résultat des élections allemandes et de l'inévitable proposition institutionnelle qui suivra de la part de la chancelière et à laquelle la France n'est absolument pas préparée. La deuxième échéance, c'est la fin du moratoire sur la libre circulation des personnes en provenance de la Bulgarie et de la Roumanie, et dont personne ne parle, et à laquelle nous ne sommes absolument pas préparés. Enfin, troisième échéance, qui est à la tête de l'Union européenne, qui prend la présidence au premier semestre de 2014, la Grèce.
Et c'est la Grèce qui va être à la tête de l'Europe alors que nous allons affronter les échéances des élections européennes. Tout ça sur fond d'un accord j'ai dit anti, c'est lapsus révélateur, d'un accord intergouvernemental qui a été mis en pièces par le Parlement européen. Donc, nous naviguons au milieu des récifs. Et je ne sens pas du tout François Hollande prêt à affronter ces récifs, prêt à mener le navire de la France, de 2 ans, c'est une bonne nouvelle en Europe. Le répit de 2 ans. Le répit est évidemment une bonne nouvelle. Que si je peux dire une bonne mauvaise nouvelle, parce que ce répit acte la mauvaise santé de la France et son incapacité à remplir les engagements qui avaient été pris par François Hollande lui-même. Mais évidemment, c'est comme dans un malade en très grande difficulté, si on lui met un peu d'oxygène, c'est plutôt une bonne nouvelle. On sait que vous avez rêvé d'être ministre de la Culture à un moment. Le fait qu'on abandonne Hadopi ce matin probablement, est-ce que ça vous paraît une bonne nouvelle avec un dispositif qui permettrait peut-être de taxer les smartphones, ou est-ce que c'est une erreur historique ? Alors, il faut savoir par quoi on va le remplacer, parce que si j'ai bien compris ce que veut Pierre Lescure, ce n'est pas d'abolir un mécanisme de régulation et de protection des contenus culturels, mais c'est de mettre ces choses entre les mains du CSA. Il faut savoir si ce qui va être fait, si finalement c'est Hadopi sous un autre nom, pourquoi pas. Si c'est évidemment livré au bon vouloir des marchés, nos contenus culturels, c'est évidemment un désastre. Alors, là aussi, des engagements sur la culture avaient été pris de façon forte. Pour la première fois sous François Hollande, on a vu les crédits du ministère de la Culture baisser d'une manière drastique. On les a vus baisser, ça n'était jamais arrivé sous la Ve République. Donc c'est une drôle de révolution et c'est une drôle de façon de tenir ses engagements. Alors maintenant, pour compenser cela, que des recettes soient imaginées à partir des smartphones, écoutez, la pression fiscale, des taxes, des impôts continue. Merci Roselyne Bachelot d'être venue nous voir ce matin. Je rappelle qu'on va vous retrouver à partir de 10h50 ce matin, donc effectivement, chez nos amis de D8, émission à laquelle vous participez. Bonne matinée à vous. Merci. Amitié à toute l'équipe. Et nous allons enchaîner donc dans un instant avec la revue de presse et le rappel des titres avec Béatrice Mouedine.